Bonjour à tous, nous revoilà repartis pour cette troisième vidéo de la Terre dans l'univers. Dans les deux premières vidéos, nous nous sommes concentrés sur l'infiniment petit, pour comprendre les interactions fondamentales de l'univers. Et dans l'infiniment petit, nous sommes allés à des distances aussi faibles que du 10 puissance moins 18 mètres, qui est l'ordre de grandeur de la taille des quarks. C'est du milliardième de mètre. Et là, après l'infiniment petit, nous partons dans l'infiniment grand, pour aller jusqu'aux confins connus de l'univers. Et ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est une visite d'état des lieux de ce cosmos où nous sommes. D'emblée, je préviens, c'est un exercice difficile pour notre cerveau, car nous allons voyager sur des distances de plusieurs ordres de grandeur, et qu'il va falloir s'y habituer. Alors pour commencer, on va partir de notre maison, c'est la Terre. C'est une planète tellurique et son rayon moyen est de 6371 km. Puis, notre plus proche voisine, c'est la Lune, et elle a un rayon moyen de 1737 km. Et la distance moyenne entre les centres de la Terre et de la Lune, elle est d'environ de 384 400 km. Sachant que la vitesse de propagation de la lumière est de 300 000 km par seconde, la lumière lunaire, qui n'est autre que le reflet de la lumière solaire, eh bien cette lumière, elle met déjà 1 seconde 3 pour nous parvenir de la Lune. Alors pour la Lune, pour apprécier une distance, je viens d'utiliser ici la durée de propagation de la lumière d'un point à un autre. Et en astronomie, c'est quelque chose de très courant. Pour mesurer des distances, on va mesurer des durées d'écoulement du temps. 300 000 km par seconde, c'est une vitesse très rapide à notre échelle. Mais à l'échelle de l'univers, c'est une vitesse de tortue. La durée de propagation de la lumière nous donne donc un très bon moyen d'exprimer une distance. Et cela nous donne une unité de distance très bien connue en vulgarisation scientifique, puisqu'il s'agit de l'année-lumière, qui est la distance parcourue par la lumière en une année. Cela se calcule très facilement. Vitesse de la lumière, 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Une année, c'est 365 jours fois 24 heures fois 60 minutes fois 60 secondes. Et tout cela nous donne environ 9,46 10 puissance 15 mètres. Bon, je vais arrondir à 9,5 10 puissance 15 mètres. C'est presque 10 millions de milliards de mètres. J'aurais pu introduire aussi la seconde lumière, distance de propagation de la lumière en 1 seconde, ou la minute lumière, distance de propagation de la lumière en 1 minute. La seconde lumière, c'est une unité bien adaptée pour exprimer la distance Terre-Lune. La minute lumière, eh bien, c'est une bonne unité pour exprimer la distance qui nous sépare du Soleil, puisque les photons solaires mettent 8 minutes et 20 secondes pour parvenir jusqu'à nous. Ainsi, ce que nous voyons du Soleil, eh bien, c'est une image d'un instant passé du Soleil qui n'existe déjà plus. Et cette remarque, on peut aussi la généraliser à tout ce que nous voyons quand nous regardons les objets célestes. Ce sont toujours des images du passé qui nous parviennent, et plus c'est lointain, et plus ce que nous voyons est vieux. Ainsi, tout cliché de la voûte céleste nous donne une image faussée de la réalité, c'est-à-dire de quelque chose qui n'existe pas, alors que c'est toujours présenté comme une photographie du réel, et cela n'est pas le cas. Par exemple, j'affiche ici ce tableau d'artistes de personnages historiques qui sont réunis ensemble. Il y en a beaucoup. Vous pouvez en reconnaître certains. Nous avons Einstein, Poutine, Napoléon, Victor Hugo, Rimbaud, etc. Nous avons des personnages du Moyen-Âge et de la Renaissance et même de la Grèce antique. Vous vous dites, c'est une vue d'artiste, c'est une image de quelque chose qui n'a jamais existé. Oui, vous avez raison. Eh bien, les clichés du ciel, c'est pareil. Et si nous étions capables de nous déplacer à l'autre bout de la galaxie, eh bien, les images du ciel seraient différentes, car non seulement nous verrions les mêmes objets à des positions différentes, d'un point de vue différent, mais aussi ces mêmes objets à des époques différentes. Après la Lune, qui est notre satellite naturel, regardons l'étoile qui est la plus proche de nous, c'est le Soleil. Alors le Soleil, il se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre. Cela fait 150 milliards de mètres, soit 1 fois et demi 10 puissance 11 mètres. Cela représente 3750 fois le tour de la Terre. Cela fait beaucoup, mais cela reste encore quelque chose à notre mesure.
Mais bon, la distance Terre-Soleil, c'est quand même 1,5 suivi de 11 zéros. Cela n'est pas très pratique. Et bien justement, les astronomes se sont emparés de cette distance pour en définir une nouvelle unité de mesure, et qu'ils ont appelée l'unité astronomique. Cela n'est pas très original, mais c'est dit comme cela. Et l'unité astronomique, cela va être l'unité que l'on va utiliser pour le système solaire, et cette unité, elle se note UA. Donc ici, nous allons visiter le système solaire, et pour cela, je vous invite sur ce site internet de la NASA, qui est accessible à cette adresse, ace.nasa.gov. Formellement, cela veut dire les yeux de la NASA. Et nous arrivons ici sur cette vue du système solaire interne. Et là, nous avons les trajectoires des 4 planètes telluriques du système solaire interne avec Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Nous n'avons pas que les planètes, mais aussi quelques planètes naines comme Cérès et Théros. On voit qu'actuellement Vénus n'est pas très loin de nous, par contre Mars est là, aux antipodes de la Terre par rapport au Soleil. Cliquons sur Vénus et Vénus est à 0,7 unités astronomiques. Regardons Mercure et nous voyons que Mercure est à 0,4 unités astronomiques. Et là nous avons Mars qui est à 1,5 unités astronomiques. Jetons un petit coup d'œil sur Cérès, qui est la plus grosse planète naine de la ceinture principale d'astéroïdes. Cérès a un rayon qui fait un peu moins de 500 km, et là, Cérès se situe à 2,8 unités astronomiques. La ceinture principale d'astéroïdes est un ensemble de plusieurs centaines de milliers d'astéroïdes, qui se situent principalement entre les orbites de Mars et de Jupiter. Prenons de la distance et allons sur Jupiter. Jupiter est à une distance de 5,2 unités astronomiques du Soleil et fait partie des planètes géantes gazeuses. À la différence des planètes telluriques, ce sont des planètes constituées pour l'essentiel d'hydrogène et d'hélium avec une épaisse couche externe de gaz. Et tout cela autour d'un noyau formé d'hydrogène et d'hélium liquide et solide sous de très fortes pressions internes. Jupiter peut être considérée comme une étoile avortée, car elle n'avait pas la masse suffisante pour enclencher les réactions nucléaires qui l'auraient fait fonctionner comme une étoile. Pour voir Saturne, il faut s'éloigner encore plus, et Saturne est à 9,5 unités astronomiques. Et Saturne, comme Jupiter, est une planète géante gazeuse. Passons aux 2 dernières planètes du système solaire externe. Ici, nous avons Uranus qui est à près de 20 unités astronomiques, et Uranus est une planète géante glacée, composée d'hydrogène, d'hélium, mais aussi avec du méthane, de l'ammoniac et de l'eau. Et enfin Neptune, la 8e et dernière planète, qui comme Uranus est une planète géante glacée et qui se situe à 30 unités astronomiques. Et là nous avons Pluton, qui a été dégradé de son rang de planète car elle orbite dans une région où elle n'est pas le seul corps en orbite. Pluton est donc considéré comme une planète naine et nous en avons beaucoup comme elle de ces planètes naines avec Eris, Sedna, Haumea, Makemake et qui font partie d'une famille que l'on appelle les transneptuniens car ils sont au-delà de l'orbite de Neptune à plus de 30 unités astronomiques. Et enfin, nous avons des objets encore plus lointains dans le système solaire, mais que nous ne verrons pas sur ce site internet de la NASA. Nous avons en effet ce que l'on appelle le nuage d'Oort, et qui serait situé entre 20 000 et 30 000 unités astronomiques, et peut-être même jusqu'à 100 000 unités astronomiques, et c'est du nuage d'Oort que proviendraient les comètes à longue période. Bien, nous venons de rendre visite à notre voisinage proche et l'unité astronomique est l'unité la plus appropriée à cette échelle pour se promener dans le système solaire. Maintenant, allons voir notre étoile la plus proche. C'est Alpha Centauri C, ou Proxima Centauri, qui est une étoile de type naine rouge. Elle se trouve à près de 4,2 années-lumière. Voyez, je viens de changer de système d'unité. Là, je ne parle plus en unité astronomique, mais en années-lumière. Alors une année-lumière, cela vaut combien en unité astronomique? Eh bien, une année-lumière, c'est exactement 63 241 unités astronomiques. Et on se rend bien compte que l'unité astronomique sera une unité trop petite pour mesurer des distances interstellaires. Pour se retenir un ordre de grandeur, disons que le système solaire a en gros une zone d'influence dans l'espace qui est de l'ordre d'une année-lumière de rayon, ce qui correspond approximativement au nuage d'Oort. La mesure de la distance de ces étoiles a donc été une préoccupation importante dès les débuts de l'astronomie moderne. Et ces mesures se sont basées sur la parallaxe. Alors, la parallaxe, c'est quoi? Eh bien, la parallaxe, c'est le changement apparent de la position relative des objets les uns par rapport aux autres quand on se déplace. Par exemple, quand nous circulons en voiture, les objets au bord de la route semblent se déplacer beaucoup plus vite que les objets lointains du paysage. Eh bien, cette illusion d'optique, c'est la parallaxe.
est avec la Terre qui se déplace de 2 unités astronomiques par rapport au Soleil sur une période de 6 mois, on peut observer et mesurer des déplacements relatifs des étoiles proches par rapport aux étoiles lointaines qui semblent immobiles. Ainsi, la mesure de la distance d'une étoile par rapport au Soleil se ramène à un petit problème de trigonométrie. On mesure le petit angle de déplacement relatif d'une étoile par rapport à des objets lointains qui sont immobiles et on applique cette formule. Mais les angles à mesurer sont très petits et plusieurs missions spatiales ont été lancées comme Hipparcos et Gaia pour faire des mesures bien plus précises depuis l'espace. Ainsi, la mission européenne Gaia a permis de mesurer la position de plus d'1 milliard d'étoiles par la méthode de la parallaxe. Alors ici, j'ai utilisé l'année-lumière comme unité de mesure des distances, mais les astronomes préfèrent utiliser une autre unité de mesure qui est le parsec. Parsec est un mot valise qui est la contraction de parallaxe et de seconde. Le parsec peut être défini comme étant la distance d'un objet qui a une taille égale à une unité astronomique et qui est vu sous un angle égal à une seconde d'arc. Là, je fais ce petit calcul permettant d'évaluer un parsec en mètres. Cela nous donne environ 3,09 10 puissance 16 mètres, soit près de 3,26 années-lumière. Puis nous passons à l'application numérique. Et toutes les étoiles que nous voyons dans le ciel, elles font partie d'un ensemble qui est la Voie lactée, une galaxie de type spirale barrée. Alors la Voie lactée, c'est une grande bande blanchâtre visible dans le ciel quand nous pouvons disposer de très bonnes conditions d'observation en l'absence de pollution lumineuse. Et cette bande constitue la partie centrale du disque et nous faisons partie de la Voie lactée. La Voie lactée, c'est une galaxie, c'est un disque qui fait 100 000 années-lumière de diamètre et le système solaire se trouve dans une zone à mi-chemin entre le bulbe central de la galaxie et la bordure du disque. Et on estime que la Voie lactée contient environ 400 milliards d'étoiles. Alors, au début du XXe siècle, les astronomes pensaient que la Voie lactée était la seule galaxie dans l'univers. Mais on observait des objets nébuleux, des nébuleuses, des objets qui, avec la précision des instruments de l'époque, n'étaient pas très nets. La grande question était alors de savoir si ces objets faisaient partie ou non de la Voie lactée. Et la question a été tranchée avec l'apport de 2 méthodes d'observation. Premièrement, l'effet Doppler et deuxièmement, les céphéides. Alors l'effet Doppler, c'est très simple. C'est le décalage de fréquence d'une onde émise par un objet qui se déplace. C'est un effet bien connu. Par exemple, quand nous avons un bolide qui circule à grande vitesse au bord d'une route. Quand il approche, cela fait cela, c'est-à-dire une onde de plus grande fréquence et qui devient donc plus aiguë. Quand le bolide s'éloigne, cela fait cela, avec une onde de fréquence qui diminue et donc un son qui devient plus grave. C'est grâce à l'effet Doppler que les excès de vitesse sont détectés au bord de la route par les radars routiers. Ici, c'est un signal avec une fréquence dans les micro-ondes, c'est-à-dire entre l'infrarouge et les ondes radio qui est utilisée. Eh bien, un tel effet Doppler peut s'observer avec des étoiles ou les galaxies, car quand ces objets s'approchent de nous, leur spectre lumineux est décalé vers le bleu, ou quand ces objets s'éloignent de nous, eh bien, leur spectre lumineux est décalé vers le rouge. Voilà, ici je donne une vue de l'univers lointain avec ces fameuses galaxies, avec leur forme caractéristique de disque. Elles n'ont pas toutes la même couleur et certaines virent vers le rouge. Cela signifie qu'elles s'éloignent à grande vitesse et dans des directions différentes et à des vitesses bien plus grandes que les étoiles de la Voie lactée. Ces nébuleuses galactiques ne semblent donc pas faire partie de la Voie lactée. Mais le coup de grâce de la démonstration a été apporté par les céphéides. Donc là, je dois donner quelques mots d'explication. Pour toutes les étoiles que l'on observe dans le ciel, il est très difficile d'estimer leur distance à partir de leur luminosité. Plus c'est loin, plus leur luminosité sera faible. Et leur luminosité diminue avec le carré de la distance. Mais le problème est que les étoiles ont des luminosités très variables à la source. La luminosité d'une étoile varie sur plusieurs ordres de grandeur. Donc on peut avoir des étoiles très brillantes, et qui sont très brillantes parce qu'elles sont proches de nous alors qu'elles sont peu lumineuses. Et on peut avoir des étoiles qui sont très brillantes parce qu'elles sont très lumineuses à la source alors qu'elles sont lointaines. La luminosité d'une étoile n'est donc pas un critère pertinent pour évaluer la distance d'éloignement d'une étoile. Mais il y a un cas particulier d'étoiles qui sont très intéressantes et ces étoiles, ce sont les céphéides.
Les céphéides sont des étoiles qui ont une luminosité variant dans le temps. Ce sont des étoiles géantes ou supergéantes jaunes qui sont 4 à 15 fois plus massives que le Soleil. Elles sont 100 fois à 30 000 fois plus lumineuses que le Soleil et leur éclat varie de manière périodique. Et plus une céphéide sera lumineuse, plus sa période de variation d'éclat sera grande. Ainsi, si je connais sa période, je connais sa luminosité vraie à la source. Et cette propriété va donc être utilisée pour estimer sa distance. Le principe est donc simple. On mesure sa période de variation de l'éclat. À partir de cela, on détermine sa magnitude absolue selon une formule de calcul qui a été calibrée sur des céphéides dont on avait mesuré la distance par la méthode de la parallaxe. La magnitude absolue, c'est la luminosité vraie d'un objet céleste. Pour être plus précis, la magnitude absolue, c'est la luminosité de cet objet mesurée à une distance de 10 parsecs. Puis on mesure sa magnitude apparente. La magnitude apparente, c'est la luminosité mesurée de ce même objet céleste vu depuis la Terre. Et la magnitude apparente, elle diminue avec le carré de la distance. Et en comparant sa magnitude apparente avec sa magnitude absolue, on est capable de déterminer la distance d'éloignement de cet objet céleste. Et c'est Edwin Hubble qui a détecté ces fameux céphéides dans plusieurs de ces galaxies, et grâce à cela, il a pu calculer la distance de ces galaxies. Et il a pu montrer que ces galaxies étaient bien en dehors de notre Voie lactée. Alors ces galaxies, ces assemblages d'étoiles, de gaz, de poussière et bien plus, il y en a beaucoup dans l'univers. Et sur les estimations établies sur notre univers observable, on en compterait plusieurs centaines de milliards de galaxies. Alors de ces galaxies, il y en a des naines qui compteraient une dizaine de milliards d'étoiles et des galaxies géantes qui, elles, en compteraient quelques milliers de milliards d'étoiles. La galaxie la plus proche de nous, c'est la galaxie d'Andromède, qui est une galaxie spirale, comme la Voie lactée, et qui se situe à une distance de 2,6 millions d'années-lumière. Et toutes ces galaxies ne sont pas réparties au hasard dans l'univers. Comme les moutons, cela semble être une espèce assez grégaire. Et les galaxies se réunissent en forme de groupe d'une centaine d'individus, et dans des amas, qu'on appelle des amas de galaxies, comptant plusieurs milliers d'individus. Et on trouvera même des superamas de galaxies qui formeront les plus grandes structures de l'univers. Ces superamas ont plutôt des formes irrégulières, sous forme allongée, aplatie ou filamenteuse. Et l'espace entre les superamas semble être presque dépourvu de matière. Ainsi, nous, dans la Voie lactée, nous faisons partie d'un groupe de galaxies appelé groupe local. Et ce groupe local fait partie d'un superamas appelé superamas de la Vierge. Et ce superamas de la Vierge fait lui-même partie d'un ensemble encore plus grand qui s'appelle l'Aniakea et qui a été découvert en 2014. Et là, nous sommes sur une structure avec une taille de près de 500 millions d'années-lumière. Voilà, tel est l'état de l'univers que nous pouvons observer en l'état actuel de nos connaissances. L'univers tout autour de nous, c'est donc une sorte de toile d'araignée avec des filaments cotonneux. C'est ce que l'on appelle la toile cosmique. Et à chaque nœud de cette toile cosmique, nous avons des surconcentrations de galaxies. Parmi les objets les plus lointains que nous pouvons voir, c'est-à-dire les plus anciens, nous avons les quasars, qui sont des noyaux très puissants et très énergétiques de galaxies. Et le plus vieux quasar observé, il est daté de 13,6 milliards d'années, soit seulement 100 à 200 millions d'années après le Big Bang. Puis nous avons le rayonnement cosmique fossile, qui est daté de 13,7 milliards d'années, soit seulement 380 000 ans après le Big Bang. C'est l'événement le plus ancien que nous pouvons détecter dans l'histoire de l'univers. Et compte tenu de son importance, nous en parlerons la prochaine fois. Et là, nous arrivons à la limite de notre univers observable, avec la lumière qui a été émise peu de temps après le Big Bang. Cette lumière vient donc des confins de notre univers observable, et compte tenu de l'expansion de l'univers, ces confins se situent maintenant à près de 46,5 milliards d'années, soit près de 14 milliards de parsecs. Voilà, ici se termine cette petite vidéo. De notre planète Terre, nous nous sommes baladés sur des distances, d'abord à l'échelle de l'unité astronomique, soit de l'ordre de 10 puissance 11 mètres dans le système solaire, puis à l'échelle des distances interstellaires, soit de l'ordre de l'année-lumière ou du parsec, c'est-à-dire de 10 puissance 16 mètres, puis à l'échelle des distances intergalactiques,
qui sont de l'ordre du million d'années-lumière, soit du 10 puissance 22 mètres. Et enfin, nous sommes arrivés jusqu'aux limites de l'univers observable, qui se situe maintenant à près de 46 milliards d'années-lumière, soit de l'ordre du 10 puissance 26 mètres. Maintenant, nous avons une bonne connaissance des unités astronomiques et de leurs ordres de grandeur, et nous sommes capables de situer et d'expliquer les grandes structures visibles de l'univers, c'est-à-dire les astéroïdes et les planètes, les étoiles, les systèmes stellaires, les galaxies, les groupes, les amas et les super-amas de galaxies, et la toile cosmique. On se retrouvera la prochaine fois pour parler de l'évolution cosmologique de l'univers. À bientôt!